12 novembre 1942, Richmond, Californie. Un cargo complet de 441 pieds de long et pesant 14 245 tonnes lèges se tenait prêt à glisser dans la baie de San Francisco depuis les cales de la Permanent Metals Corporation, chantier numéro 2. Le navire avait été assemblé en seulement 4 jours, 15 heures et 29 minutes. Dans les chantiers navals traditionnels, des maîtres constructeurs passaient 6 à 8 mois à construire des navires de taille similaire depuis avant la Révolution américaine. Pourtant ici, un Liberty Ship complet était prêt pour le service. Plus de 1000 ouvriers s'écarteraient de la coque du SS Robert E. Peary. Non pas des charpentiers de marine traditionnels, ni des artisans maritimes expérimentés, mais d'anciens secrétaires, fermiers, femmes au foyer et manœuvres qui avaient appris les techniques de soudage seulement quelques semaines plus tôt. La foule d'officiels, de journalistes et de propriétaires de chantiers rivaux s'était rassemblée pour assister à un moment qui déclencherait une transformation profonde de la production industrielle. Une révolution systématique par l'innovation manufacturière américaine qui résonnerait à travers les décennies. Les mathématiques de la victoire alliée s'écrivaient non pas dans des stratégies de bataille, mais dans des statistiques de production qui briseraient toutes les hypothèses des experts maritimes concernant les limites de la construction navale, les délais de construction et les possibilités industrielles. La transformation avait commencé le 27 décembre 1940 lorsque Henry J. Kaiser signa son premier contrat de construction navale. Un homme qui n'avait jamais construit de navire, jamais dirigé de chantier naval et avait passé sa carrière à déplacer de la terre et couler du béton pour d'immenses projets de barrages dans l'Ouest américain. Pourtant se tenait là un magnate de la construction de 58 ans qui venait de promettre à la Commission maritime des États-Unis qu'il construirait 30 cargos pour le gouvernement britannique en 2 ans. Les constructeurs navals traditionnels le rejetèrent comme un opportuniste naïf. Les chantiers Todd Bath Iron Works, l'un des plus anciens chantiers américains, avaient accepté à contre-cœur de s'associer avec Kaiser sur le projet, assumant que leur expertise compenserait son ignorance. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que le manque d'expérience de Kaiser en construction navale deviendrait son plus grand avantage. Parmi les observateurs se trouvait William Francis Gibbs, l'architecte naval américain le plus respecté, dont la firme Gibbs & Cox avait créé les plans du Liberty Ship basés sur des conceptions britanniques. Il avait conçu plus de navires que Kaiser n'en avait probablement vu. Le voyage du scepticisme à la Révolution commença dans les bureaux d'études des chantiers Todd à New York, alors que Kaiser et ses ingénieurs examinaient les procédures traditionnelles de construction navale début 1941. Ils reconnurent immédiatement que les méthodes conventionnelles ne répondraient jamais aux demandes de temps de guerre. L'ingénieur en chef de Kaiser, Clay Bedford, avait visité une chaîne d'assemblage de la Ford Motor Company à Detroit quelques semaines auparavant. Bedford avait observé des châssis d'automobiles se déplaçant le long des lignes de production avec des ouvriers installant des composants préfabriqués à chaque station. Il était retourné en Californie convaincu que les navires pouvaient être construits de la même manière. Les constructeurs navals traditionnels considérèrent cette comparaison absurde. Le premier vrai choc vint avec la proposition de Kaiser d'éliminer entièrement le rivetage. La construction navale traditionnelle reposait sur les rivets, des goupilles métalliques chauffées qui étaient martelés à travers des plaques d'acier qui se chevauchaient pour les joindre. Une équipe de riveteurs qualifiés, travaillant en parfaite coordination, pouvait installer peut-être 100 rivets par jour. Chaque Liberty Ship nécessitait environ 1 million de rivets s'il était construit classiquement. Kaiser proposa d'utiliser à la place la soudure à l'arc électrique, une technique qu'il avait maîtrisée en construisant des pipelines dans l'Ouest américain. Le vice-amiral Emory Land, président de la Commission maritime des États-Unis, examina la proposition de Kaiser avec un profond scepticisme. Sa correspondance privée, conservée aux archives nationales, révéla la réaction de l'establishment maritime. La soudure n'a jamais été prouvée fiable pour la construction de coques à cette échelle. La marine britannique interdit la soudure sur les coques de navires de guerre. Kaiser propose que nous basions les lignes d'approvisionnement de l'Amérique sur une technologie non éprouvée. Pourtant, Land reconnaissait aussi le désespoir. Les U-Boot
et les raiders de surface allemands coulaient les navires alliés plus vite que les chantiers traditionnels ne pouvaient les remplacer. En 1941 seulement, environ 3,6 millions de tonnes de navires alliés seraient envoyés par le fond, toutes causes confondues. La Grande-Bretagne était littéralement affamée. Les chantiers navals américains utilisant des méthodes conventionnelles nécessiteraient en moyenne 230 jours pour construire un seul cargo. À ce rythme, les Alliés perdraient la bataille de l'Atlantique avant que l'industrie américaine ne puisse répondre. La décision d'approuver le contrat de Kaiser représentait non pas de la confiance, mais de la nécessité. Le chantier naval de Richmond surgit de vasières vides entre janvier et décembre 1941. Les équipes de construction de Kaiser, expérimentées dans la construction de barrages et d'autoroutes, érigèrent une installation qui horrifia les ingénieurs maritimes traditionnels. Au lieu des grues portiques massives et des cales de construction longitudinales qui caractérisaient les chantiers établis, Richmond présentait quelque chose de totalement différent. Le chantier était agencé comme une usine d'assemblage automobile. Des zones ouvertes pour la préfabrication entouraient 7 cales de construction parallèles. Des voies ferrées quadrillant l'installation étaient conçues pour déplacer des sections d'acier massives pesant jusqu'à 150 tonnes. Des grues aériennes capables de soulever des sections entières de navires se dressaient tous les 100 pieds. John Riley, architecte naval en chef de la Bethlehem Steel Corporation et vétéran de 30 ans de la construction navale, visita le chantier de Richmond en mai 1941. Son rapport d'inspection, marqué confidentiel à l'époque, contenait des critiques techniques et une admiration à contre-cœur. Kaiser a violé tous les principes d'agencement efficace de chantier naval que j'ai appris en 3 décennies d'expérience. Ces zones de préfabrication sont trop grandes. Sa capacité de grue est excessivement absurde. Ses cales de construction sont trop courtes. Pourtant, je dois admettre que l'installation est conçue pour exactement ce qu'il revendique, l'assemblage rapide de sections préfabriquées. L'arrivée des ouvriers fournit la phase suivante du changement révolutionnaire. Les chantiers navals traditionnels recrutaient dans les communautés maritimes établies où les compétences se transmettaient de père en fils à travers les générations. Kaiser fit de la publicité dans les journaux à travers l'Amérique, offrant des salaires 20% supérieurs aux taux industriels standards et promettant de former quiconque était prêt à travailler. Les premiers groupes arrivèrent à Richmond en août 1941. La simplification de tâches complexes en opérations simples répétées, empruntées directement à la fabrication sur chaîne de montage, se révéla d'une efficacité dévastatrice. En octobre 1941, Kaiser employait plus de 10 000 ouvriers à Richmond, dont moins de 200 avaient une quelconque expérience maritime antérieure. Les soudeurs traditionnels passaient 4 ans comme apprentis à apprendre des compétences complètes. Les instructeurs de Kaiser enseignaient des techniques spécifiques pour des tâches spécifiques en environ 2 semaines. Les ouvriers n'avaient pas besoin de savoir souder n'importe quoi, seulement comment souder les joints verticaux sur les cloisons, ou les plaques de pont horizontales, ou les sections de coque courbes, ce qu'ils feraient de manière répétée. Alors que les ouvriers gagnaient en expérience fin 1941 et début 1942, quelque chose d'inattendu se produisit. Le temps de construction des Liberty Ships commença à chuter dramatiquement. Le premier Liberty Ship de Kaiser prit 197 jours à construire et livrer. Le navire numéro 2 nécessita 169 jours. Le numéro 5 nécessita 128 jours. Le numéro 10 nécessita 97 jours. Au printemps 1942, Richmond terminait des Liberty Ships en 70 jours en moyenne. Les chantiers navals traditionnels observèrent avec une inquiétude croissante, tandis que cette main-d'œuvre non formée atteignait des vitesses de production qui égalaient leurs équipes hautement qualifiées. L'approche de préfabrication que les constructeurs traditionnels avaient rejetée prouva sa puissance. Au lieu de construire les navires de la quille au pont en séquence, les chantiers de Kaiser fabriquaient des sections entières simultanément à travers l'installation. Pendant qu'un équipage assemblait une section de proue dans la zone de préfabrication, d'autres équipages construisaient des sections de poupe, des superstructures
des salles des machines et des cloisons en parallèle. Quand les sections étaient complètes, des grues massives les soulevaient vers les cales de construction où des équipes de soudeurs les joignaient ensemble. Albert Wooding, superviseur de production au chantier numéro 2 de Richmond, expliqua l'efficacité dans une interview de 1943 avec le magazine Fortune. Dans la construction navale traditionnelle, vous ne pouvez pas installer le moteur avant que la salle des machines soit construite. Vous ne pouvez pas construire la salle des machines avant que la coque soit complète. Tout se passe en séquence. L'approche de Kaiser permet une production parallèle. Pendant qu'un équipage soude des plaques de coque, une autre équipe assemble le moteur dans une zone séparée. Quand les deux sont prêts, nous déposons le moteur complet dans la salle des machines terminées et nous le soudons en place. Des tâches qui nécessitaient auparavant des semaines prennent maintenant des heures. Les statistiques de la production parallèle révélèrent une efficacité manufacturière qui semblait impossible aux constructeurs traditionnels. Un chantier naval conventionnel pouvait avoir 50 ouvriers essayant d'installer un moteur sur 3 semaines, travaillant dans les espaces exigus d'une salle des machines partiellement terminée. L'approche de préfabrication de Kaiser assignait 200 ouvriers à assembler le moteur complet et sa structure de montage dans un atelier ouvert sur 5 jours, puis utilisait des grues pour positionner l'ensemble complet en une seule opération de 8 heures. Plus troublant encore pour les autorités maritimes traditionnelles fut l'élimination cavalière de pratiques séculaires de construction navale. Les navires avaient toujours été construits à partir de plans soigneusement dessinés qui spécifiaient chaque détail. Kaiser utilisa des dessins simplifiés qui fournissaient des dimensions basiques et laissèrent les détails au jugement des ouvriers. Les constructeurs traditionnels considérèrent cela comme de l'imprudence. Kaiser l'appela « flexibilité ». Le vice-amiral Howard Vickery, vice-président de la commission maritime et officier de marine de carrière, s'opposa initialement aux spécifications simplifiées de Kaiser. Sa transformation de sceptique à partisan, documentée dans les procès-verbaux des réunions de la commission, illustra le pouvoir des résultats sur la théorie. En janvier 1942, je me suis opposé à la demande de Kaiser de réduire les spécifications des plans. Les navires ne sont pas des automobiles. La construction maritime requiert de la précision. Mais en mars, les chantiers de Kaiser produisaient 40% de plus que nos contractants traditionnels. En juin, l'écart s'était élargi à 70%. J'ai appris que la perfection est l'ennemi du suffisant. Les navires de Kaiser n'étaient pas beaux. Ils étaient adéquats. Et les navires adéquats livraient plus de cargaisons que les navires parfaits encore en construction. Alors que les vitesses de construction augmentaient au printemps et à l'été 1942, une compétition se développa entre les 7 chantiers navals de Kaiser répartis en Californie, Oregon et Washington. Son fils Edgar, qui servait comme vice-président et directeur général, supervisant tous les chantiers Kaiser avec une attention particulière aux 3 installations du Nord-Ouest Pacifique, dirigeait l'Oregon Shipbuilding Corporation à Portland. Clay Bedford supervisait les chantiers de Richmond en Californie. Les 2 hommes, tous 2 dynamiques et ambitieux, commencèrent un concours informel pour voir quelle installation pourrait construire des navires plus vite. La course entre Richmond et Portland devint un spectacle public à l'automne 1942. Les journaux publièrent des mises à jour comme des scores sportifs. Les records de compétition tombèrent à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'Oregon Shipbuilding construise le Joseph N. Thiel en seulement 10 jours en septembre 1942. Le vice-amiral Vickery finit par ordonner l'arrêt de la compétition de vitesse, les déclarant des démonstrations acrobatiques qui détournèrent des objectifs de production réels. Mais la compétition avait servi l'objectif de Kaiser. Les ouvriers dans les 7 chantiers croyaient désormais qu'une vitesse extraordinaire n'était pas seulement possible, mais attendue. Novembre 1942 apporta la démonstration ultime. Le vice-amiral Land, visitant Richmond pour inspecter la production, fit un commentaire en passant à des journalistes qui fut entendu par Clay Bedford. L'amiral remarqua que la construction des Liberty Ships s'était remarquablement améliorée, mais nota que le récent record de vitesse pâlissait encore en comparaison de ce que la production de masse avait réalisé dans d'autres industries. Bedford prit le commentaire comme un défi.
Il proposa au vice-amiral Land que le chantier numéro 2 de Richmond tenterait de construire un Liberty Ship complet de la pose de la quille au lancement en moins de 10 jours, réduisant de moitié le record du Joseph N. Teal. Land, sceptique mais intrigué, autorisa la tentative à condition qu'elle ne perturbe pas les calendriers de production réguliers. Bedford sélectionna la 47e coque à être construite au chantier numéro 2 pour la tentative de record. Le navire serait nommé SS Robert E. Peary, d'après l'explorateur arctique. À partir du dimanche 8 novembre à 1 minute après minuit, plus de 1000 ouvriers opérant par équipe soigneusement coordonnée tenteraient quelque chose de sans précédent dans l'histoire maritime. La stratégie de préfabrication atteignit son expression ultime pendant la construction du Peary. Chaque composant majeur avait été construit, inspecté et mis en place avant que la quille ne touche la cale de construction. La section de proue, comprenant plus de 50 pièces individuelles, avait été entièrement soudée et équipée du guindeau, des puits à chaîne et des quartiers de l'équipage avant que l'assemblage ne commence. La section de poupe incluait l'appareil à gouverner complet, l'arbre d'hélice et les quartiers de l'équipage arrière. 4 cales à cargaison complète, chacune une structure rectangulaire massive d'acier pesant des dizaines de tonnes, prêtes à être levées en position. Le moteur, une machine à vapeur à triple expansion de 140 tonnes construite par Joshua Andy Iron Works à Sunnyvale, avait été monté sur sa structure de fondation et testé avant de quitter l'usine. Là où les chantiers navals conventionnels construisaient de la quille au pont sur des mois, les chantiers de Kaiser assemblaient un navire presque complet à partir de sections préfabriquées en quelques jours. 4 jours après le début de la construction, la coque était terminée. Moteur installé, superstructure positionnée, cales à cargaison fixées, appareil à gouverner monté. Le jeudi 12 novembre à 15h30, seulement 4 jours, 15h29 après que la quille ait touché la cale de construction, le SS Robert E. Peary glissa sur les rails de lancement dans la baie de San Francisco. Le navire fut livré pour service le 15 novembre, établissant un record supplémentaire de 7 jours, 14 heures et 32 minutes de la pose de la quille à la livraison complète. La foule d'observateurs comprenait des officiels maritimes, des officiers militaires, des propriétaires de chantiers rivaux et des journalistes de toute l'Amérique. Beaucoup arrivèrent, s'attendant à assister soit à un échec, soit à un navire compromis qui paraissait complet mais manquait de fonctionnalité. Ce qu'ils virent à la place fut un navire pleinement opérationnel qui ne nécessitait que des aménagements mineurs avant d'entrer en service. Le vice-amiral Land, présent pour le lancement, fit de brèves remarques qui furent enregistrées par les caméras des actualités. Ces mots capturèrent la reconnaissance forcée de l'establishment maritime que tout avait changé. Il y a 6 mois, j'aurais dit que c'était impossible. La sagesse traditionnelle de la construction navale accumulée sur 3000 ans disait que vous ne pouvez pas construire un vrai navire en 5 jours. Henry Kaiser a rendu la sagesse traditionnelle obsolète. La Commission maritime des États-Unis exigera désormais que tous les chantiers sous contrat adoptent ces méthodes. L'impact psychologique sur les constructeurs navals traditionnels fut profond et immédiat. Les mêmes chantiers qui avaient rejeté Kaiser comme un ignorant extérieur seulement 18 mois plus tôt envoyèrent maintenant des ingénieurs étudier ces approches. Le président de la New York Shipbuilding Corporation, l'un des chantiers américains les plus anciens et prestigieux, visita Richmond en décembre 1942. Son rapport confidentiel à son conseil d'administration révéla un effondrement idéologique complet concernant les approches traditionnelles. Kaiser a réalisé ce que notre industrie considérait impossible en refusant d'accepter nos limites. Il a traité la construction navale comme un problème de fabrication plutôt que comme une tradition artisanale. Il a simplifié là où nous cherchions la perfection. Il a standardisé là où nous personnalisions. Il a formé des masses d'ouvriers non qualifiés là où nous cultivions une expertise générationnelle. Le résultat est des navires construits en 1/10 du temps aux 2/3 du coût. Nous devons soit adopter ces approches, soit accepter l'irrévérence. Début 1943, l'influence de Kaiser avait transformé la production maritime américaine. 18 chantiers navals à travers le pays construisaient des Liberty Ships en utilisant la préfabrication et la soudure.
Le temps de construction moyen était tombé de 230 jours initialement à seulement 42 jours mi-1943. Les États-Unis lançaient 3 Liberty Ships par jour, plus de tonnage que les sous-marins allemands ne pouvaient en couler. Mais peut-être que le défi le plus dévastateur pour l'autorité maritime traditionnelle vint de la qualité de la main-d'œuvre de Kaiser. Les dizaines de milliers de femmes, de minorités et d'ouvriers non formés qui avaient construit ces navires représentaient une réfutation directe de l'ancien système de guildes qui avait dominé la construction navale pendant des siècles. À la production de pointe en 1944, les 7 chantiers de Kaiser employaient environ 196 000 ouvriers. Parmi eux, plus de 40 000 étaient des femmes, représentant un pourcentage remarquable de travailleuses industrielles. Mi-1944, les femmes constituaient 27% de la main-d'œuvre de production de Richmond. Les 3 chantiers Kaiser du Nord-Ouest employaient à eux seuls plus de 31 000 femmes en 1944. Les ouvriers afro-américains se comptaient par dizaines de milliers, employés dans des postes qualifiés incluant la soudure, l'ajustage, la conduite de grue et même des rôles de supervision. Un niveau d'intégration en milieu de travail inhabituel pour l'Amérique des années 1940. La démocratisation du travail qualifié que Kaiser permit eut des implications bien au-delà de la production de guerre. En prouvant que la fabrication complexe pouvait être réalisée par des ouvriers formés plutôt que de nécessiter une expertise artisanale générationnelle, les chantiers de Kaiser remirent en cause des hypothèses fondamentales sur le travail, la qualification et l'organisation industrielle. Noël 1943 fournit une autre démonstration puissante de la culture industrielle transformée de Kaiser. Alors que les chantiers navals traditionnels observaient les fêtes avec 1 ou 2 jours de congé, les installations de Kaiser maintenaient les calendriers de production, mais plutôt que de simplement exiger du travail, l'organisation de Kaiser fournissait des célébrations de Noël qui reconnaissaient les sacrifices des ouvriers. Au chantier de Richmond, la direction organisa un dîner de Noël servi dans les cafétérias de l'installation, avec de la dinde, du jambon et tous les accompagnements traditionnels offerts gratuitement aux ouvriers de service. Des églises locales envoyèrent des chanteurs de cantiques. L'orchestre municipal de Richmond joua. Kaiser lui-même visita les chantiers, serrant la main des ouvriers et les remerciant personnellement pour leur service. Mi-1944, les 7 chantiers navals de Kaiser avaient produit plus de 800 Liberty Ships. Mais l'influence de ces approches s'étendit bien au-delà de ses propres installations. Les 18 chantiers navals américains, construisant des Liberty Ships, avaient collectivement produit 2400 navires à ce stade. Les Victory Ships, une conception plus grande et plus rapide qui compléta la production de Liberty à partir de 1944, étaient construits en utilisant les mêmes techniques de préfabrication et de soudure. La production maritime américaine totale entre 1941 et 1945 dépassa 5500 navires, représentant environ 53 millions de tonnes de transport maritime. L'échelle de la production était stupéfiante pour les observateurs contemporains et reste impressionnante selon les normes modernes. Le commandant Joseph Kenworthy de la Royal Navy, assigné à la délégation de l'amirauté britannique à Washington, observa la production américaine avec admiration et envie. Ses rapports officiels à l'amirauté, déclassifiés dans les années 1980, capturèrent la perspective britannique sur la domination industrielle américaine. Les États-Unis construisent des navires marchands à un rythme qui excède la capacité combinée du reste du monde. Kaiser seul produit plus de tonnage mensuellement que toute l'industrie de construction navale britannique. Les approches sont brutales selon les standards de l'amirauté. Les navires sont inélégants, mais ils flottent. Ils transportent des cargaisons et il y en a des milliers. La Royal Navy construisait les plus fins navires de guerre au monde en utilisant un artisanat traditionnel nécessitant des années par navire. Les Américains construisent des navires adéquats en quelques semaines. L'adéquate, multiplié par des milliers, défait le perfectionnisme, multiplié par des douzaines. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de la transformation de Kaiser fut ce qui arriva après la fin de la guerre. Les analystes traditionnels s'attendaient à ce que le boom de la construction navale de guerre s'effondre, laissant des dizaines de milliers d'ouvriers au chômage et des centaines d'installations coûteuses abandonnées.
La prédiction s'avéra partiellement vraie. La production de Liberty Ships prit fin en septembre 1945. En décembre, la main-d'œuvre de Kaiser était tombée de 200 000 à moins de 20 000. Les chantiers navals de Richmond, qui avaient employé 100 000 ouvriers à leur apogée, se tenaient largement vides au printemps 1946. Pourtant, le savoir développé pendant le programme d'urgence ne disparut pas. Les techniques de préfabrication, les procédures de soudure et les approches d'assemblage parallèles que Kaiser pionnière devinrent la pratique standard dans la construction navale mondiale. Quand le Japon et la Corée du Sud reconstruisirent leurs industries maritimes dans les années 1950 et 1960, ils étudièrent le programme des Liberty Ships de Kaiser et adoptèrent ces approches comme fondement de leur chantier. Les installations de construction navale massive à Ulsan, Corée du Sud, et Nagasaki, Japon, qui domineraient la construction navale mondiale pendant des décennies, étaient des descendants directs des pratiques révolutionnaires du chantier de Richmond. John Bunker, professeur d'histoire maritime au State University of New York Maritime College, résuma l'influence durable de Kaiser dans son étude définitive publiée en 1972. Kaiser entra dans la construction navale en tant qu'outsider, ignorant des traditions maritimes, non contraint par la sagesse conventionnelle et prêt à appliquer des principes de fabrication que l'industrie établie considérait inappropriés pour la construction navale. En 36 mois, il construisit plus de navires que ceux qui avaient été construits en Amérique durant tout le siècle précédent. Plus important encore, il altéra fondamentalement la manière dont les navires seraient construits dans le monde entier pour le reste du XXe siècle. La construction modulaire, la préfabrication et l'assemblage soudé que Kaiser pionnière sont désormais des standards universels. Chaque chantier naval moderne, qu'il construise des porte-conteneurs en Corée, des pétroliers au Japon ou des navires de croisière en Europe, utilise des approches dérivées du programme des Liberty Ships de Kaiser. L'ampleur de l'exploit de Kaiser peut être mesurée dans des statistiques qui révèlent à la fois l'échelle du programme et son succès remarquable. Les statistiques de production montrent 2710 Liberty Ships construits dans 18 chantiers américains entre 1941 et 1945, une moyenne de 1,8 navires par jour à la production de pointe. Les 7 chantiers de Kaiser à eux seuls produisirent 1490 navires, comprenant 27% du total de la marine marchande américaine de guerre construite sous contrat de la Commission maritime. Le temps de construction tomba d'une moyenne de 230 jours pour les premiers Liberty Ships en 1941 à 42 jours en 1943. Avec le détenteur du record Robert E. Peary, nécessitant seulement 4 jours et 15 heures de la pose de la quille au lancement. L'efficacité du travail s'améliora dramatiquement à mesure que les ouvriers gagnaient en expérience. Les premiers Liberty Ships nécessitaient environ 1 100 000 heures de travail pour être achevés. En 1943, les heures de travail moyennes étaient tombées à environ 486 000 par navire. Les chantiers les plus efficaces de Kaiser, Richmond numéro 2 et 3, atteignirent une construction en aussi peu que 350 000 heures de travail en utilisant des calendriers de production 24 heures sur 24 avec 3 équipes et en maximisant la préfabrication. L'efficacité des coûts correspondit aux améliorations des délais. Les premiers Liberty Ships coûtèrent environ 1 750 000 à 2 millions de dollars chacun. En 1943, les coûts étaient tombés à 1,8 million de dollars, malgré la hausse des salaires et des prix des matériaux, reflétant l'efficacité améliorée et les effets de la courbe d'apprentissage. Chaque Liberty Ship déplaçait 14 245 tonnes à pleine charge et pouvait transporter 10 800 tonnes de cargaison. Les navires pouvaient transporter 2 840 jeeps, 440 chars, ou 23 millions de cartouches dans un seul voyage. Propulsés par des machines à vapeur à triple expansion qui étaient délibérément anciennes mais fiables et faciles à fabriquer, les navires atteignaient des vitesses de 11 nœuds, adéquates pour les opérations de convoi. L'efficacité de la formation s'avéra tout aussi remarquable. Les écoles de Kaiser formaient les ouvriers à des tâches spécifiques en une moyenne de 2 semaines. La formation la plus rapide
produisit des soudeurs par point productif en seulement 10 jours. Des postes plus complexes, comme les opérateurs de grues ou les ajusteurs de navires, nécessitaient 4 à 6 semaines de formation. Cela contrastait avec les apprentissages maritimes traditionnels durant 4 ans pour une compétence basique et 10 ans pour un statut de maître artisan. La différence clé était la spécialisation versus la formation complète. Les apprentis traditionnels apprenaient tous les aspects de la construction navale. Les ouvriers de Kaiser maîtrisaient des tâches spécifiques répétables qu'ils effectueraient des centaines de fois. Les taux de perte au combat parmi les Liberty Ships démontrèrent leur efficacité malgré le scepticisme concernant les approches de construction rapide. Sur les 2710 Liberty Ships construits, environ 200 furent perdus par action ennemie, un taux de perte de 7,4%. Cela se comparait favorablement au taux de perte de la marine marchande d'avant-guerre et prouva que la construction soudée, bien que suspecte initialement, produisait des navires navigables. Certains navires subirent des défaillances structurelles dues à des défauts de soudure. 3 Liberty Ships se brisèrent complètement en deux à cause de problèmes de fractures fragiles représentant 0,11% de la production. Près de 1500 cas de fractures fragiles significatives se produisirent à travers la flotte de Liberty. Mais les ruptures complètes catastrophiques étaient rares. Ces défaillances conduisirent à des procédures de soudure améliorées et des spécifications d'acier qui éliminèrent le problème d'ici 1944. Les statistiques de longévité fournirent la justification ultime des approches de construction de Kaiser. Les Liberty Ships, conçus comme des navires d'urgence avec des durées de vie prévues de 5 ans, se révélèrent remarquablement durables. Beaucoup restèrent en service pendant des décennies après la guerre. Le SS John W. Brown, construit en 1942, reste opérationnel en tant que navire-musée à Baltimore en 2024, 82 ans après sa construction. Le SS Jeremiah O'Brien, également construit en 1942, est préservé à San Francisco et participa à la commémoration du 50e anniversaire du débarquement en 1994, naviguant effectivement jusqu'en Normandie par ses propres moyens après 50 ans d'existence. Un troisième Liberty Ship, le SS Hellas Liberty, sert de navire musée statique en Grèce. Les carrières d'après-guerre des Liberty Ships s'étendirent bien au-delà de leur durée de vie conçue. Des 2510 Liberty Ships environ qui survécurent à la guerre, environ 835 restèrent en service commercial jusqu'aux années 1960. Beaucoup furent vendus à des compagnies maritimes étrangères où ils opérèrent jusqu'aux années 1970. Le SS Albert M. Beau, le dernier Liberty Ship construit et livré le 30 octobre 1945, ne fut pas démoli, mais converti. Vendu en 1964 pour 65 557 $, il devint le navire-usine de poissons Star of Kodiak en 1965 et reste aujourd'hui le siège terrestre de Trident Seafoods à Kodiak, Alaska. Toujours existant 8 décennies après sa construction. L'impact économique du programme des Liberty Ships s'étendit à travers l'industrie américaine. Les énormes besoins en acier entraînèrent l'expansion de la capacité de production d'acier, particulièrement sur la côte ouest, où Kaiser construisit l'usine sidérurgique de Fontana spécifiquement pour approvisionner ses chantiers navals. Cette usine, achevée en 1942, 5 mois avant le calendrier prévu, produisait environ 700 000 tonnes d'acier annuellement et établit la Californie comme une région majeure de production d'acier pour la première fois. Le magnésium requis pour les bombes incendiaires et l'aluminium pour les avions furent produits dans des usines Kaiser construites pour soutenir l'effort intégré de production de guerre. Les effets sur l'emploi se propagèrent à travers les communautés en Californie, Oregon et Washington. La ville de Richmond, Californie, passa d'une population de 23 000 en 1940 à plus de 100 000 d'ici 1943, entraîné entièrement par l'emploi dans les chantiers navals. Kaiser construisit Vanport City en Oregon,
qui devint brièvement la deuxième plus grande ville de l'État, avec une population excédant 40 000, tous travaillant dans les chantiers navals ou les industries de soutien. Ces villes champignons, bien que temporaires, démontrèrent l'effet transformateur de l'investissement industriel concentré. L'innovation en soins de santé émergea comme un héritage inattendu du programme de construction navale de Kaiser. Pour fournir des soins médicaux à sa main-d'œuvre massive, Kaiser s'associa avec le médecin Sidney Garfield pour établir des programmes de soins de santé prépayés qui évoluèrent éventuellement en Kaiser Permanente, l'une des plus grandes organisations de maintien de la santé d'Amérique. Le modèle de soins de santé préventifs prépayés pionnier dans les chantiers navals influença la pratique médicale américaine pendant des décennies et servit plus de 12 millions de membres au début du XXIe siècle. Les ouvriers eux-mêmes portèrent les leçons de l'expérience de guerre vers des décennies de réalisation en temps de paix. Les chantiers navals donnèrent à des milliers de jeunes, particulièrement des femmes et des minorités, des opportunités de développer des capacités qu'ils n'auraient jamais pu atteindre par des chemins de carrière conventionnels. Ces opportunités ouvrirent des portes qui restèrent ouvertes pour le reste de leur vie. Les innovations technologiques développées pendant le programme des Liberty Ships influencèrent des industries bien au-delà de la construction maritime. Les techniques de soudure perfectionnées sous la pression de la guerre devinrent standards dans la construction d'acier structurel, la fabrication d'équipements de raffinage de pétrole et la construction de récipients sous pression. Les approches de préfabrication pionnières à Richmond influencèrent les pratiques de construction dans le logement, la construction de ponts et les installations industrielles. Les principes organisationnels de production parallèle, de spécification simplifiée et de formation rapide des ouvriers devinrent des concepts fondamentaux dans la gestion des opérations et l'éducation en génie industriel. Le professeur Michael Porter à la Harvard Business School, analysant la compétitivité industrielle américaine dans une étude de 1985, identifia le programme des Liberty Ships comme une étude de cas cruciale dans le développement rapide des capacités. Kaiser a démontré que la capacité industrielle n'est pas fixe, mais peut être créée rapidement quand la nécessité l'exige. Les États-Unis entrèrent dans la Seconde Guerre mondiale avec une capacité minimale de construction de navires marchands. En 24 mois, les chantiers américains produisaient plus de tonnage que le reste du monde combiné. Cela prouva que l'infrastructure industrielle, les compétences de la main-d'œuvre et les systèmes de production pouvaient tous être développés à une vitesse sans précédent quand ils étaient correctement organisés. Cette leçon a une pertinence au-delà des urgences de guerre. Elle suggère que les limitations perçues sur la capacité industrielle reflètent souvent des contraintes organisationnelles et conceptuelles plutôt que des impossibilités physiques. La transformation psychologique que le programme des Liberty Ships créa parmi les gestionnaires et ingénieurs industriels s'avéra aussi significative que les navires physiques produits. Avant Kaiser, les dirigeants manufacturiers acceptèrent la sagesse conventionnelle sur les limites de production, les exigences de compétences et les structures organisationnelles. Kaiser démontra que la sagesse conventionnelle pouvait être erronée et qu'une performance de rupture nécessitait de remettre en cause des hypothèses fondamentales. L'histoire du Liberty Ship reste finalement comme un témoignage d'une vérité profonde sur la capacité humaine et la possibilité industrielle. Les navires eux-mêmes, bien que cruciaux pour la victoire alliée, importaient moins que ce que leur construction prouva. Des gens ordinaires, recevant une formation et une opportunité, pouvaient atteindre des résultats extraordinaires. Des produits complexes nécessitant auparavant des années de tradition artisanale pouvaient être manufacturés en semaines en utilisant des processus systématisés. Des industries résistantes au changement pendant des siècles pouvaient être révolutionnées en mois quand la nécessité et l'innovation se combinaient. L'amiral Chester Nimitz, commandant de la flotte du Pacifique, réfléchit à l'impact stratégique de la production maritime américaine dans ses mémoires d'après-guerre publiés en 1960. Nous nous sommes battus à travers 8000 kilomètres d'océan Pacifique, approvisionnés par des navires construits plus vite que l'ennemi ne pouvait les couler. Les planificateurs militaires japonais assumaient que la capacité industrielle américaine était impressionnante mais finie. Ils croyaient que s'il coulait assez de navires, éventuellement notre logistique s'effondrerait et nous serions forcés de négocier.
Ils ne tinrent pas compte d'Henry Kaiser. En 1944, nous remplacions les pertes de navires plus vite qu'ils ne pouvaient les infliger. Les mathématiques de l'attrition favorisaient le côté qui pouvait construire 3 navires par jour sur le côté qui pouvait en couler 2. La capacité industrielle, et non la valeur martiale, détermina l'issue. La guerre du Pacifique fut gagnée dans les chantiers navals de Richmond, Portland et Baltimore, autant que sur les plages d'Iwo Jima et d'Okinawa. En fin de compte, le plus grand exploit de Kaiser ne fut pas les 1490 navires que ces chantiers produisirent, mais la transformation de ce que les industries croyaient possible. Le Robert E. Peary, construit en moins de 5 jours, se dressa comme preuve tangible que la tradition n'égalait pas la vérité, que la sagesse conventionnelle pouvait être remise en question et qu'une amélioration révolutionnaire nécessitait des approches révolutionnaires. L'establishment maritime qui rejetait Kaiser comme un ignorant extérieur en 1940 passa des décennies après 1945 à étudier et implémenter ces techniques. Les jeunes ouvriers qui apprirent à souder, ajuster et fabriquer portèrent ces compétences et cette confiance dans des carrières de paix qui reconstruisirent l'économie d'après-guerre américaine. Les approches pionnières sous l'urgence de guerre devinrent des standards en temps de paix qui influencèrent la fabrication à travers les industries et autour du monde. L'histoire de comment l'approche d'un civil fit apparaître des Liberty Ships en jours plutôt qu'en mois est finalement une histoire de transformation par la démonstration. Elle prouve que les plus grandes révolutions viennent souvent de ceux qui ne sont pas contraints par la tradition, que le progrès nécessite de remettre en cause les limites acceptées et que le potentiel humain excède les attentes conventionnelles quand il est correctement organisé et mis au défi. Les ouvriers de Kaiser n'étaient pas des humains supérieurs. Ils étaient des gens ordinaires atteignant des résultats extraordinaires parce que quelqu'un croyait qu'il le pouvait et organisa des systèmes qui leur permettaient de le prouver. Cette leçon, démontrée dans les chantiers navals de Richmond et validée par 2710 navires achevés, reste pertinente partout où les industries font face à des défis que la sagesse conventionnelle prétend impossibles. Les Liberty Ships sont pour la plupart disparus maintenant, démolis il y a des décennies ou reposant sur les fonds océaniques. Mais la révolution qu'ils représentent perdure dans chaque chantier naval moderne, dans chaque usine de fabrication qui utilise la préfabrication, dans chaque programme de formation qui enseigne des compétences spécifiques rapidement plutôt qu'une expertise large lentement, et dans chaque gestionnaire qui se demande si impossible signifie vraiment impossible ou simplement que personne n'a encore trouvé comment faire. C'est l'héritage durable d'Henry Kaiser, gravé non pas dans l'acier, mais dans la compréhension transformée de ce que des gens dévoués peuvent accomplir quand libérés des contraintes de la tradition et mis au défi de tenter ce que les experts prétendent ne pas pouvoir être fait. De décembre 1940, quand il signa son premier contrat ne sachant rien de la construction navale, à novembre 1942, quand le Robert E. Peary fut lancé après moins de 5 jours de construction, à septembre 1945, quand le dernier Liberty Ship fut livré, Kaiser prouva que les révolutions industrielles n'arrivent pas par des améliorations incrémentales, mais par une réimagination fondamentale de ce qui est possible. Les 2710 Liberty Ships construits entre 1941 et 1945 transportèrent plus que de la cargaison à travers les océans. Ils transportèrent la preuve que l'ingéniosité humaine, libérée de la tradition et renforcée par la nécessité, peut accomplir ce qui semble impossible.